Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Evolution TV. On va parler aujourd'hui de la stratégie de la filière automobile en matière d'hydrogène. Mon invité, Jean-Luc Brossard, il travaille pour Stellantis, c'est le groupe formé par la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Mais vous êtes ici en tant que représentant de la PFA, c'est de la plateforme de la filière automobile. Et on va évoquer en fait l'hydrogène, car jusqu'à présent la PFA avait une position, on appelle ça un position paper en bon français, et donc cette position en fait va être révisée dans pas très longtemps. C'est bien cela, Jean-Luc ? Oui, c'est exactement ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la filière automobile, c'est une entité, une association qui représente l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la mobilité automobile. Donc, c'est 4000 entreprises, un peu plus de 400 000 emplois. Et ce qui est important, en fait, c'est que c'est la présidence aussi du comité stratégique de la filière au niveau français, donc qui regroupe toutes les parties prenantes, dont Laval, donc pour à peu près 800 000 emplois. Donc en fait, on a l'objectif en fait d'orienter la stratégie de nos entreprises en leur présentant la meilleure vision, et donc on leur donne des position papers qui permettent en fait d'évaluer comment on imagine la prospective dans certains domaines techniques. Sur l'hydrogène, on en avait fait un, donc on a présenté Evolution en 2020, donc en février 2020. Et entre-temps, le monde a changé. Et entre-temps, le monde a changé, il s'est passé beaucoup de choses. En particulier, donc, les acteurs de l'écosystème hydrogène ont beaucoup travaillé, ont levé un certain nombre de verrous qui ont existé, on en reparlera. Des verrous qui ont été levés par le fait qu'ils se sont impliqués dans la production d'hydrogène décarboné. Donc il y a beaucoup d'hydrogène décarboné, des projets d'hydrogène décarboné qui fleurissent. La possibilité d'imaginer cette production, ce stockage, cette distribution, l'arrivée à la pompe en fait, à un prix qui devient un peu plus compétitif. Et le fait que beaucoup d'acteurs équipementiers, suppliers, en fait, apportent des solutions techniques sur des sujets comme le réservoir, la pile à combustible, le compresseur. Et donc, ça nécessite qu'on revoie en particulier les points et les verrous qui restent encore à lever, parce qu'il en reste certains. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu aussi un gros travail nouveau en fait, par la Commission européenne sur la réglementation. Ah, ça, c'est depuis le mois de juillet, hein, c'est l'annonce de ce qu'on appelle voilà. Le paquet Fit for 50. Donc, il y avait aujourd'hui à 15h30, donc j'ai surveillé mes réponses, le passage au Parlement de la proposition du règlement CO2, donc Fit for 55. Fit for 55, c'est un ensemble de règlements qui sont des règlements sur l'infrastructure, des règlements sur les énergies renouvelables, des règlements sur les taxes carbone, un certain nombre de choses qui vont tous dans le sens du développement d'une énergie décarbonée et d'un usage décarboné, et donc pour la mobilité, une mobilité fortement décarbonée. Les objectifs se traduisent pour la partie automobile. Quand je dis automobile, c'est du 2 roues jusqu'au camion, 46 tonnes maintenant. Donc pour la partie automobile, c'est des objectifs qui se traduisent en pourcentage, en grammes de CO2 et en pourcentage de réduction par rapport à ce qu'on faisait en 2021. C'est moins 55%. Hein, alors la proposition de la Commission, c'est moins 55%. Certaines personnes au Parlement ont essayé de faire passer moins 70%. C'était la proposition du rapporteur Yutema. Mais une annonce qui est toute faite, en fait, le vote n'a pas dégagé une majorité, donc c'est pas décidé. Donc pour l'instant, la proposition européenne et la proposition qui est poussée par la présidence française à l'Union européenne, ça reste la position, donc 15% de véhicules électriques et moins 15% de baisse de CO2 en 2025. Une baisse de moins 55% des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 2021. Et puis un ban des moteurs thermiques en 2035. Est-ce que les autos et les camions ont un calendrier assez comparable en matière d'efforts pour la réduction du CO2 ? Et donc l'électrification et l'hydrogénisation ? Oui, le calendrier ne peut pas être comparable dans le sens où les usages sont différents. Et dans la mobilité, en fait, ce qu'on regarde aussi, c'est la capacité d'avoir des solutions alternatives accessibles tout de suite ou dans un certain temps, mais qui permet de répondre aux problèmes. Il est plus facile de trouver une solution alternative à la mobilité actuellement avec des énergies fossiles qu'on a au niveau de l'automobile, où on trouve des solutions électriques qui répondent à 80% des usages, malheureusement pas à 100%, et c'est pour ça qu'il faut d'autres solutions complémentaires. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour un avion pour passer du kérosène ou pour un gros bateau qui ne peut pas permettre forcément de fonctionner qu'avec des batteries. Et donc, au niveau de la mobilité, les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers et les camions ont des agendas différents.
Petite question quand même, parce que c'est un thème qui monte en puissance, mais le moteur à combustion qui brûle de l'hydrogène, ça fait partie aussi des débats. Oui, alors c'est un des sujets qui a fait qu'on a dû revoir aussi notre position, regarder un peu plus dans le détail. Comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de se projeter. Dans un contexte où on se projette en 2035, où il y a un ban des véhicules, des moteurs thermiques, où on se projette en 2035, où il y aura des zones zéro émission, où vous ne pourrez rentrer que si vous êtes zéro émission. Le seul moyen d'avoir zéro émission, en fait, c'est quand même un véhicule électrique avec deux piliers ou une batterie ou une fuel cell. Ou les deux. Ou les deux, bien sûr, parce que c'est la solution Stellantis, entre autres, mais ou un cumul des deux qui permet d'adapter pour la puissance, utiliser plutôt la batterie, pour l'énergie nécessaire au déplacement de la voiture, plutôt le fuel cell. Mais il est clair qu'un véhicule qui ne serait que à combustion interne à hydrogène ne sera pas zéro émission. Et par rapport aux normes actuelles, que ce soit Euro 6 et peut-être s'il y a une norme Euro 7 qui apparaît avant l'échéance de 2000, voilà, qui est entre 2027, 2028 ou autre, il est probable en fait que la carburation hydrogène ne respecte pas. Néanmoins, c'est une solution qui n'est pas inintéressante pour des solutions, comme j'ai dit, pour des véhicules qui ont des agendas différents et qui n'ont pas de solution alternative facile. Donc des usages très intensifs dans le camion. Vous voyez très bien qu'un camion qui fait 1800-1500 km par jour, il ne pourra pas le faire en batterie. La solution avec une combustion interne à hydrogène peut être une solution intéressante dans le sens où elle reprend des technologies qu'on connaît. Il faut changer la culasse, il faut injecter différemment, mais c'est des technologies qu'on connaît, des systèmes de dépollution qu'on connaît, et elle a l'avantage de permettre un usage de l'hydrogène décarboné qu'on apporterait aux pompes, en attendant qu'on ait un marché qui soit complètement mature et massique. En fait, et tout en gardant pour les réparateurs l'expertise mécanique. Et ça permettrait à certains ateliers de rester dans le cœur du débat. Alors on est là pour parler de la position de la filière automobile française. Et justement, on sait que les deux constructeurs français, cette fois, vont dans l'hydrogène pour les utilitaires, mais les équipementiers sont également présents. Oui, alors la France est très bien positionnée dans l'écosystème de l'hydrogène et on le voit à travers ce qu'on appelle les grands projets importants d'intérêt commun au niveau de l'Europe, dans ce qu'on appelle IPCEI en anglais ou PIEC, je ne sais pas, je me trompe en français, mais avec des noms barbares. Et donc on voit bien que dans toute la chaîne de valeur, en fait, la France a des représentants. Donc on a des gens qui produisent, qui stockent, qui distribuent. Mais au niveau de la mobilité, il y aura des gens qui nous fournissent des stations. Il y a des gens qui font des équipements avec des grands équipementiers qui se sont engagés. Donc on parle de Faurecia, on parle de Plastic Omnium pour des réservoirs. Mais ça peut être aussi des piles avec Symbio, comme vous le voyez, un mix de Forvia maintenant et de Michelin. EKPO, qui est aussi un dérivé de Plastic Omnium et qui fournit des piles. Donc on voit qu'on a tout un écosystème qui se met en place avec des équipementiers. Et ce qu'on a besoin maintenant, c'est de passer à l'échelle pour baisser les prix. Donc ces équipementiers ont besoin d'investir, de mettre en place des chaînes de production qui permettent de produire rapidement et à des prix... Et en plus, ça se fait en France. Et ça se fait, c'est des emplois en France. En fait, c'est l'avantage de la solution de la mobilité hydrogène, c'est l'avantage de la souveraineté. Donc il y a des emplois qui sont faits en France, beaucoup moins de matériaux stratégiques ou critiques qui sont extraits dans d'autres régions du monde. Bon, il y a encore quelques platinoïdes, on met encore des batteries, il y aura encore un peu de nickel, un peu de cobalt, mais beaucoup moins que si on était à 100% électrique. Et donc, ça a un intérêt de souveraineté certain. Sachant que nous, on a une électricité qui est fortement décarbonée déjà facilement en France, et énergie nucléaire et énergie renouvelable. Alors, vous avez aussi des fonctions au sein de la CEA, qui est l'association européenne des constructeurs automobiles. Vous êtes directeur en charge de la stratégie pour la durabilité. On sait que la CEA plaide pour des infrastructures de charge plus nombreuses en Europe. C'est vrai que c'est l'un des problèmes. Il faut qu'il y ait suffisamment de stations. Oui, alors, un des débats qui est en cours de discussion au niveau de ce qu'on appelle le trilogue, c'est bien le règlement AFIR, donc pour l'infrastructure des énergies alternatives. Et donc, on a un vrai débat qui est valable à la fois pour les infrastructures de véhicules électriques, mais à la fois pour les infrastructures de véhicules à hydrogène. C'est-à-dire que dans le processus de la décarbonation,
pour faire une mobilité globale qui est décarbonée, il faut bien obliger qu'on ait de l'énergie décarbonée au départ. Donc il faut de l'électricité qui soit fortement décarbonée. Ce n'est pas encore le cas partout en Europe. On sait qu'il y a presque 500 grammes de CO2 par kilowattheure d'écart équivalent entre certains pays de l'Est et certains pays comme le nôtre. Donc il faut de l'énergie décarbonée, il faut des produits, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les produits, maintenant, les constructeurs les ont offerts. Ils les ont offerts en électrique, et vous en voyez des dizaines et des dizaines qui sont offerts à la vente. Et on le voit en hydrogène, c'est-à-dire des gens... C'est le début, mais c'est pareil, le prix va baisser forcément. Dès que ça va se massifier. Par contre, après, il faut une infrastructure, c'est-à-dire que le frein à l'usage et l'acceptabilité client passe par le coût qui doit être très faible. Ce que j'ai dit, les gens ne veulent pas payer leur mobilité beaucoup plus cher. On l'a vu avec les gilets jaunes, malheureusement. Et puis, il faut de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on soit rassuré sur la possibilité de pouvoir se charger pour les véhicules électriques avec une infrastructure électrique suffisante, pour les véhicules à hydrogène avec des stations de recharge qui sont à des situations d'espacement et de positionnement relativement importants. Donc au niveau de la FIR, on est en train de négocier la distance minimale entre deux stations d'hydrogène sur les corridors d'autoroute, sur les nœuds principaux. En plus, moi, je rajouterais autour des périphériques des grandes cités, parce que si on veut, on comprend que pour des raisons particulières, c'est pas forcément nécessaire de mettre au centre-ville historique une station à hydrogène, mais comment à la périphérie des mégapoles, il y en ait suffisamment pour pouvoir respecter ces usages commerciaux, ces usages de flotte, comme des flottes de taxis et un certain nombre de choses. Et donc, on pousse pour que nous, notre souhait, c'est qu'il y ait au moins une station tous les 100 km. La proposition actuellement écrite par la PFUE, elle est sur une station sur les 200 km. Donc il y a une négociation en cours et en fait c'est à chacun de se prononcer et à nos politiques en fait de défendre chacun sa position. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la PFA, on a en plus associé à ce travail une étude spécifique avec l'IRT System X de telle façon à avoir le meilleur maillage en fonction des usages qu'on imagine, savoir où on doit mettre les stations, quelle quantité elles doivent produire, à quel moment. Et donc, on a une très très bonne visibilité de nos objectifs. Typiquement, en France, il faudrait combien de stations en Alors 2030? l'objectif qu'on a, comme on a dit qu'on avait un déploiement très fort en fait en France, dans des usines françaises, de la mobilité pour les véhicules utilitaires légers à hydrogène, dont il y a un bon exemple sur le salon avec IVIA. IVIA fait des masters à des trafics. Stellantis fera aussi, à travers ses marques Peugeot, Citroën, Opel, demain sûrement Fiat, en fait, des propositions de véhicules. Et donc on voit que globalement, en capacité à installer, chacun des constructeurs pense à plusieurs dizaines de milliers par an de véhicules vendus. Donc on imagine avoir un parc de véhicules autour de 300 000 roulants en France en 2030, ce qui nous fait entre 400 et 1000 stations d'hydrogène en fonction de la quantité. Il y en a qui seront à 1000 kg d'hydrogène par jour, il y en a qui seront à 400, ainsi de suite. Par contre, si on veut encore aller plus loin, et c'est la proposition qu'avait fait France Hydrogène, si on veut aller jusqu'à 450 000 véhicules roulants en France, on arrive des fois à 1700 stations en besoin en France. Alors, il faut savoir, si je ne me trompe pas, alors je pense que sans ça, quelqu'un me corrigera, mais à la fin 2021, au 31 décembre, il y avait 49 stations ouvertes. Donc on voit que 49 et 1000, donc il y a un coef quand même important. La marche est grande. Voilà, la marche est grande. Alors justement, est-ce que les industriels ne vont pas être obligés finalement de participer à cet effort? On a bien vu pour l'électrique, plusieurs marques de voitures sont regroupées pour financer un réseau de charge rapide par exemple. Oui. Alors peut-être en fait dans les phases d'amorçage, c'est le choix qu'ont fait certains. Il y en a qui ont fait des réseaux propriétaires, ça a été le cas de Tesla. Il y en a qui ont fait des réseaux partagés comme Ionity pour la recharge très rapide sur autoroute. Pour l'hydrogène, on n'en est pas encore à ce débat-là. Ma position personnelle, en fait, c'est que la volonté de décarboner, c'est une volonté sociétale. C'est un objectif commun et collectif, et donc c'est un bien public et un bien commun. Et comme c'est un bien commun, il faut surtout que les États nous aident, les régions, les territoires, à faire les développements. Et il ne faut pas penser que ce soit que les industriels qui peuvent se permettre. C'est-à-dire quand on est dans une transition aussi forte, et la transition est très forte pour le secteur automobile, on va être obligé, entre guillemets, de tous participer. C'est-à-dire qu'il y a trois grands acteurs. Il y a l'acteur public, l'acteur industriel et le client final. Mais s'il y a des surcoûts, s'il y a
des nouveaux usages à appliquer, chacun va devoir participer. Donc il est clair qu'une mobilité électrique associée à une mobilité complémentaire hydrogène, pour des usages très intensifs, ça va demander des changements de comportement, ça va peut-être demander du coût en plus, et ça va demander des investissements au niveau des territoires qu'il va falloir qu'ils assument aussi. On est à Evolution, on est à Paris et on sait qu'on a cet exemple des taxis Hype. C'est une expérience assez unique au monde avec une grosse flotte de taxis et un réseau de stations qui s'étend au fur et à mesure. Est-ce que c'est un bon exemple finalement pour le maillage? Alors pour une flotte captive, oui. Pour le maillage, en fait, moi j'essaierais de privilégier ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc il est important que en fait, tous les acheteurs futurs de solutions à hydrogène puissent se recharger sur tous les points. Que ça soit un camion, un taxi, un véhicule particulier. C'est pour ça que la convergence aujourd'hui va plutôt sur des convergences avec des stations à 700 bars, que ça soit pour les véhicules particuliers, que ça soit pour les véhicules utilitaires légers et probablement pour certains camions. S'il y a des usages très spécifiques comme des bus, il n'y a pas forcément besoin de 700 bars, ils seront peut-être à des systèmes différents, mais on est sur une logique où il faut déployer de façon interopérable le plus rapidement possible et éviter tous les écueils qu'on a eus avec le réseau électrique. J'étais encore dans une réunion sur le réseau électrique. Aujourd'hui, on ne peut pas encore payer avec sa carte bleue à toutes les stations de recharge. Donc ça va devenir une réglementation, mais il faut aussi que les moyens de paiement soient universels. En fait, il faut penser à l'usage des consommateurs et que ça soit facilité. Donc la facilité, c'est pouvoir se charger sur toutes les stations et pouvoir payer comme on le veut. Vous avez le sentiment quand même qu'il y a un alignement des planètes, que tout le monde pousse dans le même sens cette fois, que c'est en train de se mettre en place? Alors, il y a un alignement des planètes, il y a encore des verrous à lever parce qu'on l'a vu, c'est les coefficients nécessaires d'augmentation de l'infrastructure sont énormes. Les baisses de coûts sont énormes. L'équilibre, quand si on parle d'un équilibre économique et des business cases sur la mobilité, pour certains usages, il faut aller chercher du 5 € au kilo à la pompe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est quand même pratiquement au double, voire un peu plus du double. Et ça, à terme, pour de l'hydrogène décarboné. Donc il y a un challenge économique fort pour la production de l'hydrogène et sa distribution. Et il y a un challenge économique fort pour les composants, parce qu'aujourd'hui, une voiture à hydrogène coûte beaucoup plus cher que son équivalent en diesel et même que son équivalent en électrique. Et donc il y a besoin de faire beaucoup plus de volume pour faire baisser les prix. Et dans cette phase d'amarchage, d'avoir une aide en fait par l'institution publique, comme on voit en Allemagne ou en Autriche, où ils ont décidé en fait que pour les véhicules à hydrogène utilitaires, ils payaient 80% en fait de l'écart entre le prix d'une voiture à hydrogène et du prix d'une voiture à diesel. C'est ce que vous réclamez auprès des pouvoirs publics français? Oui, c'est ce qu'on réclame. En fait, l'idéal, ce serait qu'on ait les mêmes conditions partout en Europe. Il n'y a pas de... Parce que si vous avez ces conditions-là en Allemagne, en Autriche, et que vous ne les avez pas en France ou en Italie, les commerciaux qui ont besoin de vendre des voitures pour alimenter leurs usines auront tendance à aller les vendre en Allemagne et en Autriche. Dernier point peut-être, certains s'interrogent sur la place de l'automobile dans l'hydrogène, parce qu'on voit que c'est plutôt la mobilité lourde qui tire le marché aujourd'hui. Est-ce que d'ici 2030, à votre avis, on aura fait des progrès en matière de baisse des coûts qui permettront peut-être à cette technologie d'arriver de façon plus massive? C'est notre objectif. Déjà arrivé, quand on parle d'un parc de 300 000 voitures, ça veut dire qu'on vend dès 2028 plus de 50 000 voitures par an. Et donc c'est un objectif de massification très fort. Et ça, c'est que pour la France, et au niveau de l'Europe, c'est la même chose. Mais en fait, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va être tiré par les usages. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une forte volonté qu'on nous impose en fait de rouler en électrique. Et donc pour certains usages, ça ne pose pas de problème. Mais il y a beaucoup d'usages intensifs dont on a l'habitude que l'électrique ne pourra pas fournir. Et donc on est obligé d'avoir une solution alternative. Et pour avoir cette solution alternative, quand on voudra faire... Parce que l'électrique, ce n'est pas fait pour aller vite, ce n'est pas fait pour aller loin. Parce que plus on va vite, plus on consomme. Et donc, à ce moment-là, on attaque la capacité de notre batterie et on sait qu'on a un problème d'autonomie. L'hydrogène est très bien placé et les gens paieront le coût nécessaire en partie pour respecter ces usages dont ils ont besoin, qui sont fondamentaux pour eux. Donc, il y a beaucoup de progrès qui sont en cours. Et oui, on pense que d'ici 2030, au moins à l'horizon 2035, on sera au point.
Et cette position de la PFA est à découvrir d'ici cet été. Merci à vous. J'espère avant. On essaye de se caler avec le congrès Powertrain en fait, qu'il y a à Rouen au mois de juin. Et donc c'est quelque chose qui sera diffusé assez rapidement. Jean-Luc Brossard était notre invité. À bientôt sur Evolution TV. Merci Laurent.